Des chiens dans la Sibérie glacée, des chats dans toutes leurs couleurs, des chevaux mythiques et somptueux, les pur sang arabes, des fonds sous-marins exceptionnels en mer Rouge et la zooscopie de l'anémone, c'est tout de suite dans le Jardin des Bêtes. Allez Jules, viens faire pipi. Ah, bonjour, dis donc, ça pince ce matin. Bonjour, nous ne sommes plus dans les serres d'Auteuil, mais nous sommes de retour dans ce début d'hiver à la campagne, à Naufle-Saint-Martin, dans notre petite maison. Début d'hiver, en plein mois de décembre, c'est non, il fait attendez, froid là. en plein mois, on est au début décembre. Bon, d'accord. Arrêtez de dire des bêtises. Et bien justement, si vous n'aimez pas le froid, il faut lire ce livre parce que ça s'appelle Otchoum. À vos souhaits, Pierre. C'est drôle ça. Otchoum, chef de meute, c'est un bouquin de Nicolas Vanier. C'est l'histoire d'amour avec son chien de meute, son chien de tête, qu'il a suivi partout dans des expéditions. Et notamment dans une expédition dans laquelle vous allez avoir très froid, puisqu'il a fait la transsibérienne avec plein de moyens de transport, dont les chiens de traîneau. Regardez les images. Devant. Allez là. C'est bien, allez hop. Dans ce genre d'expédition en terrain vierge, le travail est partagé. Devant, je tasse la neige en raquette, pendant que Volodia, Jeannot et Bruno maintiennent les traîneaux sur la piste et aident les chiens. Et Otchoum. C'est bien les gros, ok. Le soir, pour monter le camp en toute sérénité, il faut s'écarter du lit de la rivière et monter la tente à l'abri dans la forêt. Les berges imposent aux attelages un dernier effort. C'est par des encouragements que l'on obtient des chiens autant de puissance. On n'ordonne pas, on ne fait que diriger toutes ces forces sauvages. Plus tard, c'est l'affection qui tient lieu de récompense. Les chiens sont utiles, ils le savent car on le leur fait comprendre. Et ils sont heureux car ils obéissent à leur instinct profond. Oh, il y a Tiens, Rook. Une louche. Ok, hop, tire. Regarde, bordel. Ok. Hop. Allez, Malgré le froid, l'eau bouillonnante du torrent court encore, rongeant la glace et posant des pièges. C'est dur, très dur, et le moindre effort coûte, pour les hommes comme pour les chiens. Attends, Jeannot. Rien alors. C'est surtout dans cet attelage-là que ça se ressent. Ouais, moi j'ai jamais vu les chiens comme ça. Alors que c'est plutôt l'attelage où ils sont le plus hard dans des coins comme ça, quoi. Inouk, c'est vraiment un chien auquel j'aurais cru. C'est vraiment un des chiens. Avant chez Victor, on n'avait pas de problème. Les chiens ils allaient bien. Ah ouais. Quand il fait moins 60, les mecs ils les font pas courir pour ça parce que bon le chien il respire comme ça, il a la bouche ouverte, bon t'as quand même de l'air à moins 55 qui rentre dans la bouche, donc ça gèle ici, ça gèle là. Moi je pense de toute façon que le gros coup de froid, les répercussions on les a maintenant. Maintenant on va savoir de quoi ça vient, quoi, c'est ça. T'inquiète pas, on va s'occuper de toi, pépère. Tu vas pas être malheureux. Non. 50 km/h, tu vas pas être malheureux. Le grand hiver est maintenant derrière nous, grâce aux chiens. Merci Torok, merci Tuksayuk, Nunduk, Inuvik, Otchoum et les autres. Alors c'était bon, hein. Passionnant, Otchoum, ça.
chef de meute aux éditions La Martinière, Nicolas Vanier, Otchoum, l'histoire de l'un des plus grands chiens de traîneau que le Grand Nord ait vu glisser sur Je sais bien que Noël c'est dans 3 semaines, mais non, j'ai pas le droit. Noël, c'est dans moi 3 je vais semaines. vous annoncer autre chose. D'accord, pardon. Les bûches de Noël. C'est le deuxième feuilleton qui a lieu à Versailles au gymnase Montboron le 7 et 8 décembre prochain. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Versailles offre toute la logistique, ce qui fait que vous payez 35 francs l'entrée, qui sont intégralement reversés au Téléthon. C'est bien. C'est gratuit pour les moins de 12 ans. Il y aura plus de 600 chats de race et aussi plein de manifestations. Et notamment, il faut remercier les motards de Goldwyn puisqu'ils pourront faire des petits tours à vos enfants. C'est sympa. Hein. Le 7 et le 8, ça va aller là, Pierre? C'est ça, très bien. 7 et 8 Alors, décembre. puisqu'on parle de chats, c'est malin Pierre, ça. ça va. Puisqu'on parle de chats, je vais vous faire pénétrer dans l'univers des grands chats de race. Et vous allez essayer de comprendre pourquoi on arrive à faire toutes ces couleurs, toutes ces variétés, toutes ces formes. Tout de suite, c'est le reportage. Merci Marie-Laure. Le reportage, voilà, tout simplement. Encore. Non. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les chats sans jamais avoir osé le demander. Les oreilles en forme de pétales de rose ou en équerre, les poils longs, mi-longs, courts, frisés, frisottés ou en brosse, toutes les couleurs, les bleus, les cils, les tabis, les crèmes, les tortilles, les silver, les smokes, les spotted, les reds, les bloodshot, les chocolats, sauf les verres à pois. Vous saurez tout, ou presque, à la fin de cette mini-fresque. Wake me up before you go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up before you go. Sick of leaving in the morning. La texture et la longueur du poil dépendent de plusieurs gènes. Ces gènes sont soumis à des mutations spontanées qui modifient la fourrure des chats, telles que le pelage ondulé des Rex Devon, doux et soyeux, ou la robe aux poils durs et frisés de l'American Wirehair. Ces mutations ont été fixées par les éleveurs pour former de nouvelles races. À côté de ces mutations, d'autres touchent la taille et la forme des oreilles, de la tête ou du corps. Ainsi, cet American Curl aux oreilles bouclées dont le pavillon s'incurve vers l'intérieur. Parallèlement à ces nouvelles races, apparues quasi spontanément et naturellement, les éleveurs ont ressenti le besoin d'introduire par croisement avec d'autres races de nouvelles couleurs dans des variétés existantes. Par exemple, chez le chat sacré de Birmanie. La robe Color Point se traduit par un marquage plus coloré aux extrémités du corps. Ce gène est aussi responsable de la couleur bleue des yeux. Aux couleurs primitives, du cil et du bleu, c'est-à-dire du marron et du gris-bleu, bien connus depuis de nombreuses années du public, sont venus s'adjoindre le red, ou roux, le crème et le lilas, ainsi que des chocolats et des tortilles. Toutes ces couleurs peuvent se décliner en tabi. Ce dessin qui présente des rayures est présent chez tous les félins sauvages. Le masque reste celui du birman, bien évidemment, mais au lieu d'être uni, comme sur un cil ou sur un bleu, il a des petites rayures qui forment une espèce de petit coucher de soleil. Ça, c'est ma définition. Ils ont la queue qui est annelée, les petites marques tabi sur les pattes, derrière et devant. Et donc, ils ont toutes les caractéristiques des birmans, mais au lieu d'être unis, sont rayés. Et finalement, ces nouvelles couleurs, est-ce qu'elles plaisent au public? Non, en réalité non. C'est-à-dire que dès que c'est nouveau, les gens ont peur que ce ne soit pas des vrais. C'est-à-dire qu'il y a tout un côté dans le public avec un stéréotype. Comme le siamois au départ, les gens croient que ça doit être marron foncé, c'est-à-dire cils points. Et dès qu'on leur présente des roux, ils disent « mais est-ce que ce sont des vrais? Est-ce qu'ils sont vraiment gantés ?» Et puis petit à petit, au fur et à mesure des années, ils en voient en exposition et alors là, ils flashent et ils les achètent. Mais c'est vrai qu'au départ, non, ils boudent un petit peu. Je crois qu'il faut former le goût du public aux nouvelles couleurs, oui. Cet Oriental Seal Silver Spotted Tabby, c'est-à-dire aux marques plus foncées sur un fond argenté, est une nouvelle variété. On mange bien chez toi. C'est une bonne maison. Nouveau également, ce British Shorthair bleu Color Point. La couleur bleue étant plus sensible sur la tête, les pattes et la queue du chat.
Tu en as plusieurs ou tu n'as plus? J'en ai 11. C'est tous des Persans? Ah non, j'ai un Européen, des Persans et un Siamois. Mais qu'importe la robe, la couleur, la race, le caractère timide ou exalté de votre protégé félin, pourvu que chaque matin, ces doux ronrons éclairent votre journée de 1001 couleurs. Ah Il est beau, je suis Ils sont contente. beaux, hein. Mais vous savez que maintenant, même les chats dits de gouttière vont pouvoir concourir, peuvent concourir. D'ailleurs, on a généré un petit reportage que vous verrez dans quelques semaines. Votre petit matou au coin du feu, la rayée, tout ça. Et bien bientôt, il aura la possibilité d'aller voir un peu tous ces beaux chats. Moi, je voulais vous J'ai ça parler, dans ouais. ma clinique, moi. Voilà, je voulais vous parler de ouais. Vétérinaires sans frontières. Ça fait 13 ans qu'ils mènent une action pour le développement de l'élevage pour les populations les plus démunies. Oui. Et maintenant, chez votre vétérinaire, pour 20 francs seulement, vous achetez ce petit jouet et ainsi vous aidez des populations d'Afrique, d'Amérique latine ou d'Asie. Oui, tout à fait. Parce que là-bas, on dit qu'il faut sauver les animaux pour ne pas que les hommes meurent comme des bêtes. Voilà, c'était leur slogan et je peux vous dire que Vétérinaires sans frontières, c'est une action humanitaire très originale qui ne donne pas d'argent, mais qui donne de la connaissance. C'est-à-dire que ces gens, ces jeunes vétérinaires, vont dans les populations démunies générer des élevages et soigner les animaux qui meurent, leur apprendre vraiment un métier d'éleveur de manière à ce que leur cheptel prospère et qu'ils puissent avoir à manger des poulets, des œufs, du lait de chèvre, etc. Extraordinaire. Et maintenant nous allons dans Lyon, nous allons retrouver Anne qui est allée voir des chevaux arabes somptueux, vous allez voir ça, c'est génial. Que je vous la porte. C'est bien ce petit jouet là, c'est une bonne idée ça. Bonjour à tous, eh bien je voulais vous signaler que dimanche, le Salon du Cheval, à la porte de Versailles à Paris bien sûr, ferme ses portes et que vous n'avez plus que ce week-end pour vous y rendre. Alors sont à l'honneur les chevaux Barbe et les chevaux Camargue, mais le cheval star c'est tout de même le pur sang arabe. Alors pour ceux qui les ont ratés ou qui n'ont pas la chance de se rendre au Salon du Cheval, nous sommes rendus ici, à Rosny-les-Sept-Écluses, à l'élevage Chamila Arabiane de Madame Calvé. Alors tout de suite, je vous propose d'admirer ces somptueux, vraiment somptueux chevaux. Nous sommes donc à Chamila Arabiane, c'est un élevage de pur sang arabe que nous avons créé il y a une dizaine d'années, mon fils et moi-même. Nous avons actuellement à l'élevage environ 160 chevaux, dont 6 étalons et 4 principaux étalons qui sont tous champions d'Europe ou du monde. Voici Nadir qui a remporté la Coupe des Nations, le championnat d'Europe, le championnat de France, le champion du monde et qui est un reproducteur absolument d'élite puisqu'il a à son actif de multi-champions internationaux. Voilà Nadir. I see trees of green, red roses too. I see them blue. Quand on voit un poulain arabe, un étalon arabe ou une jument, je crois qu'on est séduit par son esthétique et aussi par ses qualités de cœur, son intelligence, sa vivacité. C'est certainement le cheval qui est le plus près de l'homme. C'est une passion et tous les jours je craque quand je vois les juments aller au pré avec leurs poulains, quand je vois les étalons sortir du box en paradant, quand je vois la douceur des juments. Tous les jours, vraiment, je suis émerveillée. La préparation au show commence, je dirais, dès le plus jeune âge. Et pour les adultes, la préparation est la même. C'est-à-dire qu'il y a une partie, je dirais, très, très physique, qui est un entraînement normal. Le cheval travaille de façon à acquérir des muscles, du souffle et à être évidemment aux ordres. Ensuite vient ce qu'on appelle le travail de la pose. C'est-à-dire c'est quand on demande au cheval de se placer correctement, d'être parfaitement équilibré dans son corps, bien dans ses aplombs, et de donner son encolure, c'est-à-dire de reproduire à la demande de son présentateur
l'attitude que le pur-sang arabe a naturellement lorsqu'il regarde quelque chose qui l'étonne. Il allonge son encolure, il l'arrondit en col de cygne, il ouvre ses yeux, ses naseaux, et c'est seulement alors que la pose peut être parfaite. Quand vous voulez aller danser, ou que vous allez à une fête, vous n'allez pas mettre votre plus vilaine robe et vos plus vilaines chaussures. Alors, eh bien, on va se faire beau. On va se faire beau, on va aller chez le coiffeur. On tombe, on fait un V sur le front et à hauteur des yeux. C'est-à-dire qu'on obtient un effet esthétique de loin surtout, parce que sinon de près ça ne change pas grand-chose pour le cheval. Mais de loin, c'est beaucoup plus joli. Donc le tour des yeux sera passé ensuite à une espèce de vaseline, un produit transparent qui fait briller et qui donc agrandit l'œil. On leur met le même brillant sur le nez et sur le toupet. C'est une toilette de fête. Si vous aimez les chevaux arabes, l'exposition de Marine Oussedik, des dessins extraordinaires, à la Galerie La Simèze, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. Et maintenant, nous allons revoir des images que vous avez peut-être beaucoup vues, mais on ne s'en lasse pas. Et comme il y a des tas de gens en province qui n'ont pas vu ce film, je vous signale qu'il faut aller le voir. C'est Microcosmos, produit par Jacques Perrin, un film de Marie Perrenou et Claude Nuridzani. C'est superbe. C'est extraordinaire. Plonger 24 heures dans un monde inconnu pour une aventure à l'échelle du centimètre. Dans cet univers, le sablier du temps lui-même s'accélère. 1 heure pour un jour pour une saison pour une vie. Un film magique, avec tous les acteurs du microcosmos. Pour la petite histoire, ils ont voulu un jour filmer l'araignée qui s'appelle l'Argiope en train de dévorer un criquet. C'était par temps d'orage, l'araignée voulait rien savoir, elle boudait, ils ont attendu des heures. Et au bout d'un moment, l'araignée s'est énervée, elle a détruit complètement sa toile et elle l'a dévorée. C'était pas si évident. Bon, et vous voulez savoir comment les animaux font, les insectes font leur toilette, alors regardez. Voilà, ça s'appelle Microcosmos, ça passe près de chez vous, il faut y aller. Et maintenant, je vous propose de l'exotisme, de la chaleur et des images sous-marines extraordinaires. Nous nous rendons dans la réserve du Sinaï de Ras Mohammed. Depuis 1989, grâce au gouvernement égyptien et l'aide de la communauté européenne, une grande partie du Sinaï fait l'objet d'une importante protection écologique. Situé à la pointe sud, le parc de Ras Mohammed a été déclaré le premier parc égyptien car c'est un des endroits les plus riches en ce qui concerne la vie terrestre et sous-marine. Il s'est établi comme une référence en matière de protection
et la ville de Sharm el-Sheikh devient un modèle de développement touristique pour toute l'Égypte. En quelques années, l'extension du parc a progressé. Il s'étend à présent sur une surface d'à peu près 2000 km², englobant 3 zones côtières protégées, un parc national et 2 zones de réserve naturelle sous gestion. Depuis mars 1996, un 4e parc est entré dans ce qui s'appelle le programme de gestion du Sud Sinaï. Ce parc est la zone protégée de Sainte-Catherine. Il est étalé sur une surface de 5000 km², composée de hautes montagnes désertiques et granitiques. Un 5e parc est prévu, intégrant un monument naturel de la région de Taba, comprenant des formations de sable nubien, uniques dans la région du Sud Sinaï. Alors le programme de protection sera complet et le gouvernement égyptien prendra en charge tous ces sites après 5 ans d'assistance de la communauté européenne. Le programme du parc s'occupe non seulement des récifs coralliens et de tout ce qui est associé à eux, mais aussi de recherche sous-marine. Pour cela, 12 rangers et 10 assistants techniques travaillent en permanence. En effet, dans la région de Sharm el-Sheikh, il n'y a pas de décharge d'égout dans les eaux, il est interdit d'utiliser les ancres, et d'ailleurs le parc a installé 120 corps morts dans la plupart des sites de plongée. Le résultat d'une étroite collaboration avec les clubs de plongée a abouti à la création d'un programme responsabilisant les plongeurs vis-à-vis des dommages qu'ils peuvent causer aux récifs coralliens. Dans cette région du golfe d'Aqaba, en particulier dans le parc de Ras Mohammed, on recense 200 espèces de coraux différents. C'est une zone très riche et très spectaculaire. Les tombants sont accessibles à quelques mètres de la côte. L'étude géologique de cette mer fait apparaître qu'il s'agit d'une mer jeune. Il y a à peu près 5 millions d'années, la mer Rouge a été isolée de la mer Indienne, puis elle s'est ouverte et un transfert de larves a dû se produire des récifs de l'océan Indien vers la mer Rouge. Après cela, avec le mouvement des continents et le changement des courants marins, il a dû se produire un bouleversement dans la circulation océanique du nord de l'océan Indien. En effet, il y a eu et il y a toujours un courant froid qui longe la côte sud d'Oman et le golfe d'Aden. Ce courant maintenant isole la mer Rouge de l'océan Indien, empêchant tous les transferts de larves coralliennes entre ces deux mers. Cela signifie que la mer Rouge devient aujourd'hui un des récifs coralliens les plus importants au monde, car il est considéré comme une ressource génétique isolée. Et si cette ressource est détruite, cela sera irréversible et pour toujours. Vous avez vu dans ce reportage